J'aurais tendance à dire que l'hyper-transformation, c'est un peu le quotidien de Pluxee. Je dis très souvent que ce qu'on développe, donc ces solutions d'avantages et d'engagement pour les salariés de nos clients, à terme, ce sera sûrement le Netflix des avantages. On peut pas tout légiférer, en tout cas, il faut pas attendre que la réglementation évolue pour pouvoir pousser des innovations. Et en ça, il faut faire confiance aux entreprises. On a basculé d'un modèle qui était, il y a 7-8 ans, fortement décentralisé à un modèle globalisé. Nos investissements technologiques sont essentiellement maintenant mutualisés. Et donc, ça, en clair, c'est que quand un pays nous demande un développement spécifique pour un nouveau produit, pour une nouvelle fonctionnalité, on fait en sorte que cette nouvelle fonctionnalité puisse servir à l'ensemble des autres pays. Ensuite, si on regarde le sujet de l'intelligence artificielle, il est aujourd'hui partout dans l'entreprise. Regardez, on a 1,7 million de commerçants, plus de 500 000 clients. Donc, gérer tous ces contrats-là et gérer l'évolution de ces contrats, jusqu'à aujourd'hui, ça nécessitait énormément de travail manuel. Là, vous allez 100, 200 fois plus vite avec l'intelligence artificielle, qu'on peut réinvestir effectivement sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Il faut regarder ses concurrents en permanence, il faut regarder ce qu'ils font de bien et ce qu'ils font de moins bien, et ne pas hésiter à répliquer ce qu'ils font de bien, et en le faisant mieux. Bonjour à toutes et tous, je suis Marc Landré et vous écoutez le podcast de l'hyper-transformation by SIA, le premier podcast qui décrypte de l'intérieur les transformations technologiques, organisationnelles et sociétales des entreprises. Tous les mois, nous recevons un dirigeant qui prend le temps d'analyser les enjeux structurants de la transformation de son entreprise et plus globalement de l'économie française. Une trentaine de technologies à vocation disruptive sont actuellement en gestation ou en cours de déploiement dans les entreprises. L'intelligence artificielle, évidemment, qu'elle soit générative, prédictive ou frugale, mais aussi plus globalement le numérique via l'informatique quantique, la cybersécurité, la décarbonation, les sciences des matériaux, le spatial, etc. La combinaison de toutes ces technologies, qui est la caractéristique de cette hyper-transformation, de cette quatrième révolution industrielle, change fondamentalement la donne et démultiplie la vitesse de transformation des entreprises qui n'ont d'autre choix que de s'adapter en profondeur pour survivre. C'est tout l'objet du podcast de l'hyper-transformation by SIA que de vous raconter, comme si vous y étiez, les coulisses et impacts de cette hyper-transformation technologique, organisationnelle et sociétale des entreprises et de l'économie. Pour le troisième épisode de la saison 2, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Sonnet, directeur général de Pluxee, l'ex-Sodexo Services Avantages et Récompenses, qui a pris son indépendance en février 2024. Aurélien, bonjour, est-ce que vous allez bien ? Bonjour Marc, oui, je vais très bien, merci beaucoup. Je vais commencer par vous présenter Pluxee. Aurélien, vous avez 50 ans depuis le mois d'avril, vous êtes diplômé de l'École centrale de Lyon et avez intégré le groupe Sodexo en 2000. Vous y avez occupé depuis pas mal de postes, notamment ceux de vice-président groupe de la stratégie de la marque et des communications de l'activité services, avantages et récompenses, devenue donc Pluxee, en 2024. Vous occupez votre poste actuel depuis 2017 et avez à ce titre piloté la transformation digitale de l'activité. Pluxee est le numéro 2 mondial du marché des avantages et de l'engagement des salariés, c'est-à-dire que vous aidez les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre de solutions, titres restaurant, bons cadeaux, chèques vacances, etc. dans plusieurs domaines, repas et alimentaires, bien-être, qualité de vie, récompenses et reconnaissance et aussi aide publique. L'activité de l'entreprise a démarré en 1976, vous opérez aujourd'hui dans 29 pays et êtes leader dans la moitié d'entre eux, notamment en Inde ou en Colombie et encore au Chili. Vous employez 5 700 collaborateurs dans le monde, vous avez plus de 500 000 clients entreprises, mettez 37 millions de consommateurs en relation avec 1,7 million de commerçants et vous réalisez près de 1,3 milliard de chiffre d'affaires, en euros bien sûr, pour un volume d'affaires émis de 24 milliards d'euros de titres. Pour fixer les esprits, ça représente près de 5 millions de transactions qui sont réalisées chaque jour dans le monde, c'est-à-dire une cinquantaine par seconde, grâce à une solution Pluxee. Votre premier marché, on y reviendra, est le Brésil, qui représente aujourd'hui 30% de votre chiffre d'affaires, contre à peu près 10% pour la France. Pluxee, enfin, dont le capital est détenu pour plus de 40% par la famille Belon, est coté sur l'Euronext Paris. Est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'il y a des choses à corriger ? Ou je fais un 4 à la suite ? C'est très complet, merci Marc pour cette introduction. Ma première question, Aurélien, vise à lancer la discussion et elle est très générale. Quelle est pour vous
la définition de l'hyper-transformation de Pluxee et quelles sont les grandes transformations dans les 10 ans à venir auxquelles votre entreprise sera confrontée? Alors, l'hyper-transformation pour Pluxee, c'est d'abord, je dirais toute une série de transformations, la première ayant commencé en 2018, et à l'époque, on n'avait même pas, 50 de nos volumes qui étaient sur du digital et donc il a fallu mener cette transformation digitale à grands pas. Donc ça a été la première transformation, et la deuxième transformation étant, bien évidemment la bascule en 2024 et l'autonomie du groupe, Pluxee et là on est, dans notre troisième étape de transformation où c'est le métier en lui-même qui est amené à évoluer. Et notamment en tirant parti de, la puissance de la data et bien évidemment de l'intelligence artificielle. Donc j'aurais tendance à dire que l'hyper-transformation, c'est un peu le quotidien de Pluxee. Où est-ce que ça va nous amener dans 10 ans? Je dis très souvent que ce qu'on développe, donc ces solutions d'avantages et d'engagement pour les salariés de nos clients, à terme, ce sera sûrement le Netflix des avantages, avec, non seulement la possibilité pour les salariés de choisir leurs avantages, mais aussi de choisir là où est-ce qu'ils vont les utiliser. Alors si vous êtes d'accord, on va aborder 3 thématiques dans l'heure qui vient. Un, vous l'avez dit, c'est la deuxième transformation de Sodexo Avantages et Récompenses en Pluxee, donc c'est l'autonomisation du groupe. 2, c'est la transformation digitale dont vous avez parlé depuis 2018 et voir où est-ce que ça va vous amener pour fabriquer ce Netflix des avantages. Et 3, la transformation des attentes des salariés et du monde du travail. Et on conclura ce podcast par le traditionnel questionnaire chinois revisité. Alors, je le disais en intro, Aurélien, Pluxee est un spin-off de Sodexo. Vous l'avez reprécisé également dans votre première réponse. Pourquoi les dirigeants du groupe ont-ils décidé de vous laisser voler de vos propres ailes et après un peu moins de 2 ans d'autonomie, puisque c'était en février 2024, où est-ce que vous en êtes par rapport à vos objectifs? Vous avez présenté, je le précise, il y a quelques jours, vos résultats pour votre deuxième année en tant que société autonome et vous avez précisé que vous aviez surperformé. Alors j'espère que vous allez nous expliquer, nous démontrer pourquoi et comment vous avez surperformé par rapport aux objectifs qui vous avaient été fixés. Alors, d'abord l'histoire de Pluxee, c'est une histoire d'hypercroissance et le point de départ, qui a motivé à l'époque le conseil d'administration de Sodexo de donner son indépendance au groupe Pluxee, a reposé sur un constat qui est, très, très simple, qui est que Pluxee est un leader mondial sur son marché, que ce marché est considérable, on l'estime à plus de 1 000 milliards d'euros. Et il est pénétré à moins de 20%, enfin à peu près à 20%. Absolument, autour de 20 donc il y a encore un potentiel de croissance qui est considérable et donc l'objectif dans cette opération, c'était de s'assurer que, bah, les équipes de Pluxee aient, à disposition, bah, à la fois une gouvernance dédiée, hein, donc un conseil d'administration dédié, en mesure d'appuyer la stratégie du groupe, mais aussi des moyens dédiés et c'est des moyens, qui permettent la croissance organique, hein, donc tous les investissements en technologie. On parle de transformation digitale. Aujourd'hui, le groupe investit, près de 10 de son chiffre d'affaires, hein, Mais on y reviendra, oui, tout à fait. en investissement techno, mais aussi en M&A. Donc c'est ça qui a motivé la décision. Ça nous a amené, effectivement à définir, un positionnement spécifique, hein. On est aujourd'hui le seul pure player sur le marché des avantages et des solutions d'engagement au niveau mondial. On a aussi défini une marque, Pluxee, hein, pour accompagner notre développement. C'est une marque moderne, jeune et qui a été, déployée dans nos 28 pays à marche forcée, hein, et qui connaît aujourd'hui une très, très forte notoriété. On a aussi, bien évidemment, et c'est ce qui a été présenté aux investisseurs au moment de l'opération, reconstruit notre equity story, donc notre stratégie qu'on a présentée et qui repose à la fois sur de la croissance organique, mais aussi une ambition, affirmée, d'un point de vue M&A. Et je vous parlais de croissance, de forte croissance. Effectivement, notre ambition, qui a été affichée à l'époque, était de délivrer une croissance à plus de 2 chiffres, de notre chiffre d'affaires, avec une amélioration continue, hein, de notre profitabilité, mais aussi de notre génération de cash. Et c'est vrai qu'après 2 ans, on est, sur certains indicateurs en ligne et sur d'autres, on a surperformé. C'est le cas de la croissance du chiffre d'affaires, hein. On est sur une tendance où, au bout de 3 ans, on estime qu'on aura une croissance de plus de 12 hein, donc très forte dynamique et sur les améliorations de marge, à la fois, bah, en profitant du levier opérationnel, mais aussi de programmes d'efficacité, bah, on est aussi sur une très, très belle dynamique. Donc
Ça, c'est d'un point de vue financier. Ce qui m'importe tout autant, en tant que dirigeant, c'est surtout la dynamique commerciale, parce que c'est ça quand même qui vient nourrir, notre performance financière et pour vous donner un ordre d'idée, sur 2025, on a signé pour plus d'1,5 milliard d'euros de contrats, hein, avec des nouveaux clients. Donc, c'est une croissance enfin un taux de développement de près de 8 qui est une très, très belle performance. Et aussi, on a démontré notre capacité à travailler notre portefeuille de clients existants, notamment en leur proposant des nouveaux avantages pour leurs collaborateurs et c'est ce qu'on appelle le net retention, qui est aujourd'hui à plus de 100. Mais tout ça, vous pouviez pas le faire quand vous étiez, sous bannière Sodexo? Il y a 2 choses. Pluxee, encore une fois, même à l'époque de sa contribution, au développement du groupe Sodexo, connaissait une forte croissance avec une performance financière, tout à fait solide. La question c'est, est-ce que vous êtes dans une dynamique où vous délivrez un budget ou est-ce que vous êtes dans une dynamique où vous délivrez vraiment une croissance, vous allez chercher, vous allez renforcer votre leadership et finalement vous allez au-delà des objectifs même que vous pouvez vous donner, d'un point de vue annuel et c'est ce que le spin-off Notre Autonomie nous a donné, c'est finalement ce surplus d'énergie, bah, pour aller, un cran plus loin et en ayant en tête et vous avez mentionné, on est 5 700 collaborateurs, que chacun des 5 700 collaborateurs a un rôle à jouer dans l'exécution de la stratégie et puis l'atteinte de cette ambition d'être numéro 1 mondial. Alors vous l'avez dit, vous avez une politique d'acquisition qui est très volontariste. Je crois que vous avez fait 7 acquisitions, sur la dernière année. Alors depuis votre spin-off, vous avez racheté Cobee en Espagne, Fenicio Facile au Brésil, Skipper, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais en Belgique et récemment ProEvs en Inde. À quoi vous servent toutes ces acquisitions? Est-ce que c'est pour augmenter vos parts de marché, pour acheter, des clientèles, des fichiers clients, pour compléter votre offre sur notamment des produits que vous n'avez pas? Enfin, quelle est la stratégie d'acquisition qui est sous-tendue? Alors on a un cadre, hein, pour procéder à nos acquisitions qui est très clair parce que oui, on a réalisé cette opération d'acquisition, mais on le fait de façon très, ciblée et disciplinée, hein. On veut pas acheter, à tout va, et parce qu'on veut démontrer aussi notre capacité, non seulement à pouvoir acheter, mais à pouvoir intégrer. Après donc ce cadre, il est relativement simple. On cherche, d'une part plus de volume, hein, donc de la part de marché, qu'on est en mesure de basculer sur notre plateforme et que je vous disais qu'on a un levier opérationnel très fort, donc c'est très bon pour la marge. Le 2e critère aujourd'hui de nos acquisitions, c'est d'aller chercher des produits qu'on n'a pas aujourd'hui dans notre panoplie, dans notre gamme d'avantages, et puis le 3e, c'est aussi aller chercher de la technologie qu'on n'aurait pas encore et qui nous permet d'accélérer notre développement. Et si on regarde donc dans les 4 opérations que vous avez mentionnées, d'abord Cobee, c'est une très, très belle opération. On a acheté l'acteur, le digital native player, du marché espagnol, qui avait l'offre la plus complète en termes d'avantages. Pour vous donner un ordre d'idée, ils avaient non seulement, le titre restaurant, la mobilité, la garderie, mais aussi, des plans d'assurance santé, des plans d'épargne retraite. Donc on rentre dans un nouvel univers. Donc nous, ça nous permet, Pluxee, aussi de découvrir de nouveaux avantages sur lesquels il y a un vrai potentiel sur le marché espagnol, mais ça nous permet d'étudier aussi les autres marchés. Ce qui est aussi intéressant avec Cobee et on a beaucoup appris et aujourd'hui on l'exploite pour le reste de l'activité, ça a été leur capacité à booster le taux d'usage. Je vous disais, c'était une boîte initialement, digital native, donc ils avaient intégré beaucoup plus tôt finalement toutes les capacités technologiques, liées à la data et à l'intelligence artificielle. Donc on se sert de ce savoir-faire pour le reste de l'activité. Donc ça c'est Cobee. Sur Bénéficio Facile et Skipper, ce sont 2 opérations qui nous permettent de nous positionner de façon, beaucoup plus ambitieuse sur le marché de la mobilité et la mobilité durable des collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai enjeu pour les entreprises de financer ou de cofinancer, le transport de leurs, collaborateurs entre le domicile et le lieu de travail. Avec en arrière-pensée, pour les entreprises, la faculté de réduire ou d'avoir tout au moins un impact, sur l'empreinte carbone, du salarié pendant ce transport. Et c'est ce que fait un Cobee, très, très bien. Donc c'est une solution SaaS, et les collaborateurs de nos clients qui en disposent aujourd'hui peuvent choisir tous les jours, Comment ils se déplacent? quelle solution de transport ils vont prendre et ils ont la notion de gamification est très importante. Ils ont la possibilité de savoir quel a été, l'impact sur leur empreinte carbone en fonction du moyen de transport et cette information,
est transmise en fin de mois à leur employeur Qui peut les consolider et et qui les avoir consolide pour et sa qui le politique met en RSE. regard, voilà, et de son scope 3. Donc voilà, on est sur cette dynamique-là. Et enfin, Proiv en Inde, c'est une autre opération très intéressante. En Inde, on est leader, hein, sur ce marché, hein, depuis plus de 20 ans. On a plus de 3 millions de bénéficiaires. On a les plus belles entreprises indiennes et étrangères qui ont des opérations en Inde. Et aujourd'hui, avec l'acquisition de Proiv, on a la possibilité de mettre à disposition de leurs collaborateurs des solutions de gestion de crèches ou de garderies pour leurs enfants, sachant qu'aujourd'hui, c'est une obligation pour l'employeur de trouver une solution pour les jeunes mamans. C'est un avantage concurrentiel important. Pour nous, c'est la possibilité de faire du cross-selling sur notre portefeuille existant et ça vient conforter, ça vient enrichir notre positionnement qui porte sur, notre capacité à délivrer, une expérience collaborateur personnalisée et durable. Et est-ce qu'il y a des secteurs qui sont complémentaires à tous ceux que vous adressez aujourd'hui, qu'il vous reste encore à explorer? Vers quoi vous regardez pour les années à venir? Le fait d'avoir fait ce choix d'être un pure player dans les métiers des avantages et solutions d'engagement pour les collaborateurs, je vous disais, le marché est relativement vaste. Rien que sur le restaurant qui était le métier historique de Pluxee, on a encore un potentiel de croissance énorme parce que la pénétration, tourne aussi autour de 20 à 25. Mais même quand on regarde ce que la data peut nous apporter pour améliorer notre proposition de valeur, à la fois pour nos clients, donc les entreprises et les organisations, qui sont employeurs, en termes la capacité pour eux de mieux piloter leur programme, davantage, d'une part. La capacité aussi finalement de booster, l'expérience du salarié qui est notre consommateur, qui consulte tout entre 8 à 12 fois par mois notre app, la capacité, de lui proposer des services additionnels, de lui proposer aussi des promotions, donc de rentrer dans son quotidien, hein, pour lui apporter à la fois plus de pouvoir d'achat et participer finalement à son bien-être. Et enfin pour le commerçant, parce que vous l'avez dit dans votre introduction, aujourd'hui on a dans notre réseau 1,7 million de commerçants partenaires, et ces commerçants, notre rôle c'est de générer de plus en plus de chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que ce sont nos partenaires et en ça la data et notre capacité à les mettre en connexion, vous voyez, les commerçants avec nos consommateurs, bah, c'est un vrai plus. Il y a une tradition dans ce podcast, ce sont des questions extérieures. La première, elle vous est posée par Patrick Martin, le président du MEDEF, qui a ouvert la saison 2 de ce podcast. On l'écoute et vous répondez après. Bonjour Aurélien, je sais qu'avec votre société, vous développez des offres extrêmement intéressantes, par exemple au Brésil par rapport en Inde, qui manifestement rencontrent leur marché, c'est-à-dire intéressent les consommateurs. Mon analyse, hein, c'est qu'en France, on est enferré, on est engoncé dans une profusion de réglementations qui nuisent à la dynamique économique et qui, à la fin des fins, nuisent aux consommateurs eux-mêmes. Est-ce qu'on partage cette analyse? C'est vrai qu'en France, le modèle est un modèle d'avantage collectif. D'accord? C'est-à-dire que, l'ensemble des collaborateurs reçoivent, un avantage spécifique comme le titre restaurant, le cadeau, le CESU et sont moins dans la posture de pouvoir décider finalement comment octroyer le budget de l'entreprise qui pourrait lui être alloué avantage par avantage. Je pense qu'à terme on y viendra. C'est vrai qu'il y a des marchés qui sont beaucoup plus en avance de ce point de vue-là et tout notre développement technologique chez Pluxee, est fait dans ce sens-là, c'est-à-dire de donner le pouvoir aux consommateurs de choisir. Parce que je considère que, à la fin des fins, le consommateur devient le meilleur promoteur finalement, du système au sein de son organisation. Après sur la 2e partie, je pense aussi qu'on ne peut pas tout légiférer. En tout cas, il ne faut pas attendre, que la réglementation, évolue pour pouvoir pousser des innovations et en ça, il faut faire confiance aux entreprises et je suis complètement d'accord avec Patrick Martin là-dessus. Et enfin, j'ajouterais que la France, a quand même la chance d'avoir des grands champions, hein, les champions de l'industrie, champions des services et dont elle peut être fière ben, on s'attendrait à ce que l'État, puisse, finalement, soutenir ces entreprises pour qu'elles continuent leur développement tant sur leur marché national qu'à l'international. Mais voilà, après, encore une fois, la réglementation, il faut aujourd'hui, je suis, plutôt en faveur d'une stabilisation plutôt qu'une, une poursuite permanente,
d'évolution ou de réforme. Alors, je vais prendre 2 exemples, en France et à l'étranger, de cette réglementation qui pèse sur le développement économique. On a vu que dans le cadre du PLFSS 2026, il y avait une velléité de taxer de 8 les avantages qui sont distribués aux salariés. Pour l'instant, ça n'a pas été voté, mais on sait que tôt ou tard, et passez-moi l'expression, vous allez y passer. Aujourd'hui, demain, dans 2 ans, ça y va. Mais et peut-être, moi, la réflexion que ça me porte, c'est ce qu'on vous prend d'un côté avec une surtaxation, par exemple, cette surtaxation de 8 il faudra bien d'une manière ou d'autre le récupérer de l'autre. Est-ce que ça passera du coup par de moindres revalorisations de salaire ou des hausses des prix que vous pratiquez? Les enjeux, à force de vouloir en permanence, réformer ou faire évoluer les réglementations ou mettre en place des nouvelles réglementations, ce que je crains par-dessus tout, c'est l'incertitude que ça crée et la défiance et finalement le ralentissement économique que ça peut générer. Après, par rapport à la mesure spécifique que vous avez mentionnée, c'est la principale inquiétude, elle porte pour les 21 millions de Français aujourd'hui qui bénéficient de ces avantages et ça a été notre message au pouvoir public, hein. C'était de dire: «Attention, on parle du pouvoir d'achat de ces 21 millions de Français et n'oubliez pas que les dispositifs autour des avantages aux salariés aujourd'hui, dégagent presque 1 milliard d'euros de recettes pour l'État». Parce que ce que l'État effectivement ne prélève pas en termes de cotisations d'un côté, elle le récupère, et ça va même au-delà, en TVA notamment. Donc voilà, notre rôle, c'est de nous assurer que, vous voyez, tous les éléments soient bien pris en considération dans ce type de décision. Je pense que c'est ça qui est fondamental. Après, vous savez, ça fait bientôt 50 ans parce que Pluxee est à la fois une entreprise jeune, mais avec Une 49 ans ancienneté? d'expérience. Ouais. Donc on a vécu des évolutions réglementaires, bien évidemment, ces 49 dernières années dans beaucoup des pays où on opère et généralement, c'est des évolutions qui vont dans le bon sens parce que l'objectif du régulateur, c'est, de pérenniser le système, de s'assurer qu'il y a une plus grosse pénétration et de s'assurer qu'on continue finalement à prendre en compte les nouveaux besoins, des Oui, consommateurs. c'est le cas d'ailleurs en France où, le titre restaurant est désormais utilisable, depuis le covid en grande surface. Le montant a été augmenté et bientôt il le sera, les jours fériés. C'est une évolution de la réglementation qui est positive et qui sert le développement commercial ou le développement du business d'une boîte comme Pluxee. Ce sont des mesures qui servent effectivement à booster la pénétration et l'adoption de l'usage. Ça, c'est certain. Et sur le sujet, par exemple, le sujet du plafond d'utilisation, nous avions à l'époque, hein, nous avions fourni de la data, À l'État? à l'État pour qu'il puisse effectivement affiner et mieux comprendre l'usage, les besoins et fixer. Donc ça fait partie de notre rôle, ça fait partie de notre mission effectivement de contribuer à cette réflexion. Je parlais tout à l'heure d'un deuxième exemple dans le cadre de cette réglementation qui peut peser sur le développement de l'entreprise, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Brésil. Le décret que le président Lula a pris, qui plafonne les commissions sur les titres restaurants, qui réduit les délais de remboursement des émetteurs et qui vise surtout à mettre fin à un oligopole en place auquel vous êtes accusé d'appartenir. Alors, vous allez avoir, mené des recours en justice, mais s'ils n'aboutissent pas, quel va être l'impact de ce décret, sur l'activité de Pluxee, au Brésil, dont je rappelle qu'il est votre premier marché? Alors c'est effectivement, hein, le Brésil est le plus gros marché, pour les avantages sociaux au niveau mondial et Pluxee occupe une position très forte de numéro 2, hein, derrière un acteur local, filiale de 2 grosses banques brésiliennes. Sur ce sujet de, l'évolution de la réglementation, notre rôle premier, c'est d'alerter parce que, dès lors que la mesure peut mettre en péril, encore une fois, l'avenir du système, qui aujourd'hui, hein, bénéficie à plus de 22 millions de salariés au Brésil et sachant que dans toutes les discussions qu'on a menées, ces 18 derniers mois avec, le gouvernement brésilien, toutes les parties, hein, autour de la table partageaient le même objectif qui était encore une fois d'accélérer cette pénétration, le déploiement de ce dispositif pour aller chercher 40 millions de Brésiliens au total, de salariés brésiliens. Par rapport à votre question, est-ce que ça peut avoir un impact sur le développement, des activités de Pluxee au Brésil? La réponse est non. Sur notre dynamique commerciale, je vous disais, on est un numéro 2 très, très fort. On a l'année dernière mis en place un partenariat stratégique avec la banque Santander, qui est, l'une des 2 grosses banques privées au Brésil. Ça nous permet de signer 2 fois plus de contrats, qu'auparavant et cette dynamique commerciale va se poursuivre.
Donc je reste très confiant sur le futur de Pluxee au Brésil, hein, bien évidemment. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous consacrez une centaine de millions d'euros par an à l'innovation technologique, au sens large. C'est énorme. À quoi servent ces financements, sachant que, 95 des produits que vous commercialisez aujourd'hui sont déjà digitalisés? Parce qu'effectivement, hein, presque 10%, donc on est sur une enveloppe de 100 millions d'euros, donc c'est beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une enveloppe qu'on optimise au fil du temps et ça accompagne notre transformation. Notre organisation évolue. On a basculé d'un modèle qui était, il y a 7-8 ans, fortement décentralisé à un modèle globalisé. Nos investissements technologiques sont, essentiellement maintenant mutualisés et donc ça en clair, c'est que quand un pays nous demande un développement spécifique pour un nouveau produit, pour une nouvelle fonctionnalité, on fait en sorte que cette nouvelle fonctionnalité puisse servir Servent à l'ensemble à des autres l'ensemble de la gamme et des des autres pays. pays. Et Donnez-nous un absolument. exemple de fonctionnalité qui vous a été demandée par un pays qui aujourd'hui est Voilà. disponible pour tous On les. va on va prendre l'exemple de la super app, la super consumer app de Pluxee. On l'a lancée en Roumanie, il y a de ça à peu près 6 mois et c'est une app qu'on est en train de déployer de façon programmatique sur tous nos pays d'Europe. Et en parallèle, en Roumanie, on a testé une nouvelle offre de cashback pour nos consommateurs. C'est-à-dire que quand ils utilisent, leur carte Pluxee, On en leur fait, rend de l'argent. voilà, ils récupèrent, en fait, ils se constituent finalement un petit pécule. Ce qui est très anglo-saxon ça. Ce qui vient alors oui, on a une offre, relativement similaire effectivement en Angleterre, qui marche très, très bien dans cette période où le pouvoir d'achat est vraiment sous pression. Et donc cette solution de cashback, aujourd'hui, on a la possibilité, de la déployer de façon beaucoup plus rapide, dans les autres pays qui, ont mis en place notre super app. Donc le time to market en fait, est fortement accéléré. Donc on va arrêter ces investissements, ils servent à acheter de nouvelles technologies et également à les développer sur l'ensemble de la gamme, à consolider vos technologies, à les développer sur l'ensemble de la gamme de produits, aujourd'hui existants chez Pluxee. Absolument. Alors, c'est le front, donc on parle des apps, on parle des portails pour les clients, ou des plateformes pour les clients, et pour les commerçants. Et il faut pas oublier toute l'expertise de paiement, hein, qui est embarquée, hein, dans nos solutions, parce qu'on veut être agnostique, donc c'est-à-dire que, Apple Pay, Google Pay, RuPay en Inde, ouais, tout ce qui est QR code, tout est embarqué. Aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir mettre ces solutions à disposition de nos consommateurs en fonction de leurs besoins. Et sur les montres connectées, sur des bagues connectées, et cetera? Ah, sur tout type de support, sachant que, on essaie d'être de plus en plus, sur le principe de la carte virtuelle, hein, pour remplacer la carte plastique, parce que ça vient aussi nourrir notre engagement responsable. Alors n'en dites pas trop parce que je pense que, vous allez continuer sur cette veine-là avec la question suivante, qui est une question qui est posée par l'IA sur l'IA. Je m'explique. J'ai renseigné l'IA de SIA qui s'appelle SIA GPT, de l'ensemble des données en ma possession sur le groupe Pluxee. Je lui dis: «Si tu étais moi, quelle question sur l'IA tu poserais à Aurélien Sonnet?» Et elle vous est posée par Audrey. Je précise, on va le reconnaître que c'est aussi une voix artificielle. On l'écoute et vous répondez après. Bonjour Aurélien Sonnet. Comment combinez-vous l'IA prédictive et l'IA générative chez Pluxee pour offrir à vos plus de 37 millions d'utilisateurs une expérience vraiment zéro friction et hyper personnalisée? Du choix des avantages jusqu'au paiement en caisse. Next Best Benefit, recommandations contextuelles, antifraude invisible, QR checkout plus rapide. Et ce, tout en préservant la confiance. Privacy by design, explicabilité. Question annexe. Comment mesurez-vous l'impact sur l'expérience? NPS, taux d'activation, temps de paiement, récurrence d'usage? Merci pour votre réponse. Bon, moi, j'ai pas tout compris à la question, mais à voir votre tête, je pense qu'elle est plutôt correcte. Ouais. On a combien de temps, Marc? Bah, Parce que je crois que la question est plus que complète. Chez Pluxee, d'abord, le point de départ, c'est la data. On parlait aussi des investissements, hein. Une grosse partie de nos investissements repose sur notre capacité à développer notre plateforme de data et à pouvoir l'utiliser, hein, l'exploiter. Et donc ça a été notre point de départ. Ça reste pour nous un élément de focus parce que c'est ça qui nous permet, en d'améliorer. étant digital, d'améliorer les expériences pour toutes nos parties prenantes. Ensuite, si on regarde le sujet de l'intelligence artificielle, il est aujourd'hui partout.
partout dans l'entreprise. Si vous prenez notre chaîne de valeur, que ce soit au niveau de la conception de nos produits, hein, nos développeurs utilisent déjà, bien évidemment, l'intelligence artificielle pour aller chercher des morceaux de code. Et ça fait déjà quelques années. Il est présent au niveau de notre approche marketing, que ce soit dans le marketing digital, mais même dans les campagnes marketing. Vous voyez, on s'appuie sur l'intelligence artificielle pour tester et affiner nos campagnes publicitaires. C'est très, très intéressant, hein. On utilise derrière aussi l'intelligence artificielle pour répondre. Alors là, on est plutôt sur les chatbots, mais pour répondre aux questions de nos futurs clients. Vous voyez, toute une première série de Et questions. pas les clients actuels. Et on y arrive, Marc. Et une fois que vous devenez client, effectivement, on utilise l'intelligence artificielle conversationnelle pour amener un premier niveau de réponse et qui permet et on le voit dans les chiffres, hein, on améliore significativement le niveau de satisfaction. Et en fait, cette intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive à déceler le moment où notre interlocuteur a besoin de parler à un de nos opérateurs. Et donc là, ça bascule. Et là, il retrouve finalement la human touch dont il a besoin. Donc voilà, donc c'est vraiment cette intelligence artificielle est partout. Bien évidemment, on l'utilise aussi pour améliorer l'ensemble de nos process internes, que ce soit dans la finance, que ce soit au niveau HR, que ce soit au niveau legal aussi. Énormément, on gère. Quand vous regardez, on a 1,7 million de commerçants, plus de 500 000 clients. Donc, gérer tous ces contrats-là et gérer l'évolution de ces contrats, Notamment jusqu'à aujourd'hui, la ça réglementation. nécessitait, oui, par exemple, et ça nécessitait effectivement énormément de travail manuel. Là, vous allez mais 100, 200 fois plus vite avec l'intelligence Donc ça artificielle. dégage beaucoup de productivité. Absolument. Et Qu'on peut réinvestir effectivement sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Troisième césure et question extérieure qui vous est posée, c'est l'invitée précédente du podcast, Stéphane Pallez, la PDG de FDJ United, qui justement a une question pour vous. Bonjour Aurélien. Eh bien, je voulais te demander en tant que CEO de Pluxee, quelle était l'innovation technologique qui t'empêchait de dormir la nuit parce que tu dois absolument l'intégrer dans ta trajectoire stratégique. Merci. Alors merci Stéphane pour ta question. Alors pour moi, l'enjeu, c'est pas l'enjeu de l'innovation technologique en tant que telle, c'est plutôt l'enjeu du déploiement à grande échelle. On est présent dans 28 pays et ce qui peut m'empêcher de dormir, ou en tout cas ce qui occupe mon esprit au quotidien, c'est notre approche programmatique et les arbitrages qu'on doit faire pour faire en sorte que nos marchés puissent avoir accès à cette technologie le plus rapidement possible. Et ça nous force quand même à faire des choix. Il faut prioriser. Donc on a toujours notre top 10 de pays qui sont les premiers clients d'un point de vue déploiement, mais il reste les 18 autres qui doivent se mettre en position d'attente. Donc on a cet enjeu d'accélérer en permanence. Et voilà, il faut vivre avec, mais c'est un vrai enjeu pour moi. Vous le disiez tout à l'heure, le potentiel du marché des avantages et des récompenses aux salariés, il est énorme. Il est estimé à plus de 1 000 milliards d'euros au niveau mondial, avec un taux de pénétration des entreprises qui est faible, seulement de 20 aujourd'hui. En France, spécifiquement, vous êtes une quinzaine d'acteurs à vous partager le secteur, avec notamment une myriade de nouveaux, je dirais, acteurs digitaux, des digital natives, qui bousculent les codes établis. Je pense à Swile ou je pense encore à Workfile. Est-ce que cette concurrence stimule votre transformation, vous oblige à être encore meilleur, à transformer plus que ce que vous l'aviez prévu? Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec des boîtes comme Uber qui, en leur temps, quand ils sont arrivés sur un marché, ont poussé les groupes de taxis traditionnels à se transformer en profondeur et finalement à revoir aussi leur expérience client? Oui, je pense que c'est toujours bon d'avoir de la concurrence. Et on a ce type de concurrence sur l'ensemble de nos marchés, hein. Alors moi, j'ai eu la chance de travailler auprès de Pierre Bellon, qui était le fondateur de Sodexo, qui disait toujours il faut regarder ses concurrents en permanence, il faut regarder ce qu'ils font de bien et ce qu'ils font de moins bien, et ne pas hésiter à répliquer ce qu'ils font de bien, et en le faisant mieux. Donc chez Pluxee, c'est ce que font nos équipes, hein. Quand nos concurrents font des choses mieux, on n'hésite pas effectivement à s'en inspirer, mais bien évidemment, on les Pluxeeisons. Donc voilà, c'est cette dynamique, le fait d'avoir des nouveaux acteurs, des acteurs aussi qui viennent d'univers différents, c'est toujours bon. Ce qui en ressort très souvent, c'est aussi, ça ouvre des nouvelles opportunités en termes de partenariat pour sortir en fait de notre univers, pour enrichir notre gamme. En les rachetant?
Oui, ou pour certains, en signant des partenariats stratégiques, commerciaux. Mais voilà, le panel de possibilités est relativement large. Mais en tout cas, ça évite effectivement de s'endormir. Ça, c'est certain. Je vous parlais de l'importance du consommateur. Aujourd'hui, le consommateur, effectivement, recherche des nouveautés en permanence. Et donc, c'est notre responsabilité, effectivement, de faire évoluer notre offre en ce sens. Quatrième et dernière césure de ce podcast, la question vous est posée par Arnaud Aimé, qui est le CIO France de SIA, sur l'engagement des salariés et les transformations du monde du travail. Encore une fois, on l'écoute et vous lui répondez ensuite. Bonjour Aurélien, merci d'avoir accepté de participer au podcast de l'hypertransformation by SIA. Alors voici ma question. Les attentes des salariés ont fortement changé depuis le Covid et les entreprises, qui veulent attirer et fidéliser les talents, ont pris davantage conscience de l'importance de leur marque employeur. Alors comment Pluxee se positionne sur ce sujet ? Comment intégrez-vous la transformation des attentes des salariés et plus largement du monde du travail ? Merci Arnaud. Merci Arnaud pour votre question. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a très récemment, on a réalisé une étude chez Mais c'est Pluxee. même plus qu'une étude, c'est un livre blanc. Alors, derrière, ça a donné lieu effectivement à la publication d'un livre blanc, mais une étude dans 10 pays, des États-Unis, Angleterre, au Brésil, en passant par l'Inde, la France, l'Espagne et notamment la Roumanie. Ouais, une étude sur les nouvelles règles d'engagement des salariés. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'études, hein, il y a beaucoup d'études sur l'engagement des salariés dans le monde. Et ce qu'on a voulu faire, c'est comprendre tous les ressorts de l'engagement. Et donc, on a abordé le salarié à la fois en tant qu'individu, mais aussi en tant que citoyen, donc voilà, présent, enfin membre à part entière de la société, et en tant que salarié. Et les résultats de l'étude sont hyper intéressants. Ah, d'abord, il faut signaler que ils sont relativement homogènes. Si on met de côté l'Inde, on a toujours des résultats qui sont extrêmement positifs, beaucoup plus enthousiastes, et ça dans toutes les études. Donc les résultats sont très homogènes. Et en fait, d'abord, ils révèlent que vous parliez du Covid, on a parlé de l'après-Covid. Ben, je pense que cette période-là, elle est finie. L'après-Covid est déjà derrière nous. Et cette grande question sur le désengagement des salariés est vraiment challengée hein, par les résultats de cette étude. Autre élément important, c'est Donc aujourd'hui, les jeunes, notamment les jeunes générations, ne sont pas moins engagés que les générations précédentes. Absolument. D'abord, le lien affectif reste très fort entre les salariés et leurs entreprises. On est à 83% des répondants aujourd'hui qui disent qu'ils aiment leur entreprise. Et quand vous regardez la place du travail, quand on pose la question sur quelle est la place du travail dans votre vie, vous en avez encore près de 50% qui disent soit c'est au cœur de ma vie, soit c'est aussi important que le reste. Donc ça reste clé. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très, très bonne nouvelle. Et c'est vrai pour l'ensemble des générations, hein, quand on regarde les répondants. Et puis, le deuxième point, c'est effectivement l'engagement en tant que tel. Ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a aujourd'hui un spectre de l'engagement. C'est pas le combat ou l'opposition entre l'engagement et le désengagement, c'est plutôt quel type d'engagement vos collaborateurs démontrent. Alors, vous avez soit l'engagement traditionnel, et ça reste près de 50% hein, des répondants qui vous disent qu'ils vont au-delà de ce qu'il leur est demandé, hein. Mais vous avez aussi 36% des répondants qu'on qualifie d'engagés raisonnés, qui nous disent que oui, ils s'investissent au travail. Donc le travail est important, ils s'investissent au travail, mais ça ne les empêche pas de mettre des limites dans cet investissement pour protéger leur vie privée, pour protéger leur vie familiale, et pas parce qu'ils veulent séparer les deux, mais parce que Ils en ont besoin. c'est en faisant ça, effectivement, qu'ils Ils peuvent récupèrent s'engager. de l'énergie, et ça leur permet d'être engagés. On dit souvent que les salariés français sont moins engagés que les salariés étrangers, en tout cas les salariés de pays étrangers. Il y a pas mal d'études qui, statistiquement, le démontrent. Est-ce que vous le vérifiez dans cette étude? Je suis surpris parce que vous dites que les résultats sont plutôt homogènes, donc ça tendrait à penser que les résultats en France ne sont pas différents de ceux des pays Non, étrangers. c'est effectivement, cette soi-disant vérité est battue en brèche, effectivement, et donc c'est intéressant. Après, on utilise ces résultats, bien évidemment, pour nourrir notre roadmap de développement produit, mais on s'est intéressé aux leviers d'attractivité et de motivation de ces salariés. Et c'est intéressant parce que le premier levier d'attractivité, c'est la capacité, c'est de pouvoir retrouver ou trouver dans son entreprise
la capacité à monter en compétences, à acquérir plus d'autonomie et à bénéficier de processus plus fluides, surtout dans ce monde où justement l'intelligence artificielle vient un peu tout révolutionner. Et donc ça, c'est un message important qu'on passe à nos clients en disant voilà ce que vos salariés attendent de vous. Vous les accompagnez sur cette trajectoire-là. Le deuxième levier d'attractivité, ça reste la rétribution et la protection matérielle. Et dans cette protection matérielle, les avantages aux salariés sont très importants. Donc ça nous a réconfortés d'abord, hein, bien évidemment. Et quand on regarde justement les résultats obtenus en France par rapport au reste du monde, il y a un décalage. Effectivement, la protection matérielle est peut-être moins importante, mais parce que le socle de protection sociale est beaucoup plus fort en France, beaucoup plus présent et beaucoup plus fort. Mais fondamentalement, il y a très, très peu d'écart. Et enfin, le dernier levier intéressant, hein, et que je pense qu'on sous-estime, c'est les relations authentiques que les salariés plébiscitent au sein de leur entreprise. Et je pense que ça, il faut que les entreprises redécouvrent à quel point elles sont uniques, elles ont cette capacité à réunir les personnes, et que ce soit en virtuel ou en physique, hein. Quoi, C'est pas le débat sur le télétravail. c'est une question c'est une question de culture d'entreprise? C'est une question de se mettre les moyens pour redonner vie finalement à l'approche communautaire qu'une entreprise peut avoir. Parce que c'est vraiment plébiscité par les salariés. Donc c'est un vrai atout pour les entreprises. Et ça, vous dites que, en termes d'impact, notamment sur la performance ou sur même la mesure de l'absentéisme, vous le voyez, vous, dans les interactions que vous avez avec vos clients, en déployant des produits qui permettent de valoriser, de connecter, de responsabiliser le salarié, ça a un vrai impact? Ça a un vrai impact. Et alors on le mesure, parce qu'il y a tous les avantages, hein, sociaux, qu'on a mentionnés, hein, pendant ce podcast, mais il y a aussi les solutions d'engagement. Là, aujourd'hui, on travaille sur des plateformes qui mettent en relation, en fait, les collaborateurs et qui leur permettent de reconnaître les actions, les bonnes actions ou la contribution à un projet, de l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est aujourd'hui, ce sont des solutions qui sont de plus en plus aussi demandées par les clients parce que ça leur permet de booster l'interaction sociale. Donc oui, pour nous, c'est une source d'innovation. Justement, je voudrais qu'on reste sur cette thématique de l'engagement des salariés, avec, The Happiness Index, qui est la start-up anglaise dans laquelle vous avez pris une participation et qui est capable de mesurer le bien-être des collaborateurs grâce aux neurosciences, afin d'aider les entreprises, leur mandant à mieux comprendre le ressenti, la motivation et les insatisfactions de leurs collaborateurs. Et je voudrais que vous m'éclairiez un peu parce que moi, les neurosciences, je ne suis pas un adepte et comment ça fonctionne et surtout, est-ce que, éthiquement, c'est valable? Il n'y a pas un risque? Voilà, rassurez-moi. Non, il y a pas de risque éthique. Tout est fait, en stricte conformité avec, tout ce qui est, normes, locales et internationales. Le sujet porte plutôt sur, la différence entre la notion d'engagement et la notion de bonheur. Et c'est vrai que The Happiness Index, a développé une approche qui permet non seulement, de mesurer l'engagement, hein, comme d'autres solutions de mesure d'engagement, mais qui va un cran plus loin parce qu'ils ont découvert, ils ont réalisé, pendant la pandémie, justement que, à travers leurs études, que les collaborateurs de leurs clients étaient fortement engagés, mais qu'ils étaient malheureux. Et en fait, ce phénomène de grande démission qui s'est passé, juste après la fin de la pandémie, c'est en fait la révélation Deuxième de ce aspect, oui. malheur finalement, de ce manque de bonheur, et c'était pas une problématique d'engagement. Donc d'associer juste l'engagement à la fidélisation des salariés, ça peut être un raccourci un peu trop rapide. Donc ils mesurent effectivement à la fois l'engagement, à la fois le bonheur, et pour donner ces informations, aux organisations clientes, voilà, c'est une data importante. Ça ne veut pas dire que l'entreprise est à même, bien évidemment, de travailler sur tous les leviers, hein, qui permettent, d'améliorer le bonheur de chacun, mais au moins vous êtes au courant, vous êtes informés, donc vous pouvez, le considérer dans vos choix stratégiques. Ça va être déployé en France? Alors, on a déjà, c'est ça qui est intéressant, c'est que on parlait de la super app, on parlait de notre capacité finalement à intégrer, des fonctionnalités dans nos actifs digitaux, globaux, régionaux ou locaux. Et on est en train de faire une campagne, et on met à disposition de nos clients cette solution The Happiness Index. Et en fait, elle est intégrée dans l'app. Donc en fait, le salarié de nos clients, donc notre consommateur, reçoit une notification sur son app qui lui dit: «Bah, voilà, est-ce que tu veux répondre Aujourd'hui, tu à es à heureux. quelques questions? Est-ce que tu veux répondre à quelques questions, pour mesurer
effectivement ton bonheur. Et donc vous le faites et les résultats après sont effectivement communiqués, bien évidemment, hein, c'est anonyme, sont communiqués au client. Qui Donc peut ça lui après corriger permet sa ça politique interne. et ça lui permet finalement de mettre, l'investissement qu'il réalise d'un point de vue avantage, hein, d'un point de vue parce que ce sont des gros budgets, hein, que ce soit le titre restaurant, le cadeau, le CESU, la mobilité et cetera, de le mettre au regard du niveau d'engagement et de bonheur, de son salarié et potentiellement d'ajuster. Dernière question sur cette thématique, en préparant, j'ai vu que vous aviez, une app ou une solution qui s'appelle Inspirus aux États-Unis, qui célèbre les réussites individuelles et collectives, et tout ça pour renforcer les liens entre employés. Vous pouvez nous en dire plus? Ça me paraît assez énigmatique comme définition. En quoi, une app, peut, célébrer les réussites individuelles et collectives pour renforcer les liens entre employés? Alors c'est un phénomène qui est né, hein, dans le monde anglo-saxon où il y a beaucoup moins justement d'avantages collectifs et en fait, ce sont des solutions, qui permettent aux organisations de renforcer, le lien, le tissu social au sein de leur organisation. Donc généralement, comment ça se passe? Le DRH donne un budget à chacun des managers, un budget en termes de points, en disant: «Voilà, tu as ces points-là qui vont te permettre d'animer, la dynamique de ton équipe». Et ces points-là peuvent être distribués soit, de collègue à collègue, soit de manager à collègue, soit potentiellement de collègue à manager, en fonction des réussites ou en fonction des bonnes actions, en fonction de la contribution, en fonction de la posture C'est par de exemple ses des collaborateurs. c'est par Par exemple exemple, je travaille sur un projet, on doit sortir une solution technologique, il y a des milestones, bah, j'ai délivré en temps en heure ma partie, bah, je reçois, un certain nombre de points et à l'issue finalement, du programme, je collecte, tous ces points et ces points peuvent être convertis soit un produit, spécifique, en un voyage, enfin en une récompense. On arrive au terme de ce podcast, mais il y a un dernier exercice auquel vous devez vous plier, qui est un portrait chinois que j'ai revisité et auquel il faut répondre du tac au tac, je dirais même presque sans réfléchir. Alors si vous séchez, vous pouvez passer, mais vous ne pouvez pas appeler un ami comme dirait l'autre. Quelle est votre devise professionnelle? Rien n'est impossible. Ça me vient de mes années, mes longues années en Inde. Votre geste écolo au quotidien pour réduire votre propre empreinte carbone? Alors comme beaucoup de Français, je fais le tri sélectif, j'éteins les lumières et je conduis une voiture électrique. Le héros, réel ou fictif, qui vous inspire au quotidien dans votre poste de CEO? Ben, je vous mentionnais Pierre Bellon, un très grand Grand visionnaire, entrepreneur, un ouais. très grand entrepreneur. Le métier que vous vouliez exercer quand vous étiez petit? Alors, c'était avocat. Mon père était avocat et effectivement, j'ai toujours admiré cette profession. C'est une vraie vocation. L'appli que vous utilisez le plus chaque jour? L'appli que j'utilise, le plus, bah, l'appli Pluxee, hein, bien évidemment. Évidemment. La qualité première d'un chef d'entreprise en cette fin d'année 2025? Confiance. Le défaut dont vous n'arrivez pas à vous défaire? Alors je travaille dessus, c'est un peu moins présent, mais c'est l'impatience. En matière de GenAI, vous êtes plutôt ChatGPT, Perplexity, Copilot ou le chat? Le chat. Français. L'endroit en France ou dans le monde où vous aimez décompresser? Venise. Et votre hobby secret ou méconnu? Bah, il restera un secret. Merci beaucoup Aurélien, c'est la fin du podcast, merci pour ce moment passé ensemble. Est-ce que vous avez un mot de conclusion ou une dernière pensée à partager en réponse à une question que je ne vous aurais pas posée? Non, écoutez, merci Marc, pour cette occasion et j'ai passé un très bon moment. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner au podcast de l'Hypertransformation by SIA pour être informé en temps réel de la mise en ligne du prochain épisode dont l'invité sera, en janvier 2026, Emmanuel Metté, le directeur général de l'EDEC et auquel Aurélien vous poserait une question. Merci à tous.